Le living room que je viens d'évoquer, la pièce où l'on vit. Le living room qui comporte 2 centres de vie, l'un où l'on prend ses repas, l'autre qui est consacré au repos, à la conversation. Vous noterez que la pièce est moins profonde qu'elle ne l'était autrefois, donc elle est effectivement plus susceptible de recueillir les rayons du soleil. Donc ce dispositif-là qui existait dans le parc social haut de gamme dans les années 30, ce dispositif-là n'est pas retenu. C'est une pièce beaucoup plus modeste, qu'on appellera le séjour ou le living room, selon les cas de figure, qui est préconisé. Les chambres étaient distribuées au fond de l'appartement, et bien là, de la même manière, elles sont parfaitement autonomisées. Et la cuisine est en relation directe avec le living room, ce qui semble relativement évident. Alors on voit que on est plutôt dans une logique d'amélioration que de réinvention d'un type. Ici, on a une partition qui est relativement embryonnaire avec une salle de bain qui se balade près de la cuisine. Là, les choses sont nettement plus clarifiées. On n'a pas de dissociation pour les questions économiques des points d'eau, des pièces humides, pardon, mais on réussit néanmoins à organiser une partition jour-nuit. L'hypothèse 2, elle est plus sophistiquée. Rouge-Pitz évoque une clientèle plus évoluée. Et voilà, le principe est très simple, c'est qu'il s'appuie sur les réflexions d'Alexandre Klein. Une bande cuisine séjour, cuisine living room, et puis une bande chambre salle de bain, de part et d'autre d'un refend longitudinal. Lorsque l'on observe les réalisations sociales de cette période, c'est-à-dire des années, on va dire des années 1950 jusqu'aux années 1900, au début des années 60, l'hypothèse 1, la plus élémentaire de Rouge-Pitz, elle est systématiquement reprise. Alors il n'y a pas de plan type à proprement parler, mais il y a un principe générique qui est décliné selon les projets, et ce principe va être employé systématiquement jusqu'à la fin des années 50 à Paris. Regroupement des pièces humides en façade porteuse complétée par un porteur longitudinal, et puis des immeubles tous relativement fins. Le plan plus sophistiqué élaboré par Rouge-Pitz, en réalité, il sera très peu mis en œuvre. Et le principe de la dissociation de la cuisine et de la salle de bain, qui va s'imposer dans les pratiques très largement, ne va pas se réaliser sur le modèle qu'il avait imaginé, mais selon un autre principe, pour 2 raisons. La première, c'est l'inversion générale du sens de portée des planchers, avec l'utilisation de voiles porteurs perpendiculaires à la façade. Vous voyez qu'il y a une rotation à 90 degrés du plan. La seconde raison qui va privilégier ce plan sur celui-là, c'est que on va progressivement autoriser dans le parc social de ventiler les salles de bain et les WC à partir de gaines de ventilation. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir les extraire de la façade. Elles étaient en façade, désormais elles sont extraites de la façade pour occuper cette partie stratégique-là du plan. Dans le plan type de Rouge-Pitz de tout à l'heure, on voyait que il préconisait ici la présence d'un plan type de Zerfus, je ne sais pas si j'ai dit Zerfus,
la présence d'un débarras. Là, on voit bien qu'il n'y a plus de débarras, c'est terminé, hein. On a une salle de bain et un WC à cet endroit-là. Ce qu'on observe, c'est évidemment l'épaississement naturel des immeubles. D'une part, il n'y a plus du tout les mêmes à la fin des années 50, au début des années 60. La problématique sanitaire n'est pas aussi forte qu'elle ne l'était en 1945. Donc l'ensoleillement de cette partie-là, finalement, on va progressivement l'autoriser dans l'absence d'ensoleillement de cette partie-là, on va l'autoriser dans le parc social. Alors qu'il existait une réglementation très stricte qui interdisait de positionner au centre des logements des pièces qui auraient été dépourvues de baies, des pièces qui ne pourraient ouvrir sur l'extérieur. Donc on voit bien là quelque chose qui est en train de se mettre en place. Voile perpendiculaire et ventilation des salles de bain par gaine. Les choses évoluent et dans ce cas de figure-là, la partition jour-nuit, elle est en phase avec le principe structurel. Celui qui le premier a utilisé des refends transversaux, perpendiculaires à la façade, c'est Jean Dubuisson. Dans une opération pilotée par le ministère de la Reconstruction, une opération plutôt expérimentale, dans laquelle il va utiliser un système, le système Camus, dont j'ai déjà dit un mot la semaine dernière, qui consiste à fabriquer des panneaux entiers puis de les assembler sur le chantier. Lui va utiliser les éléments, non pas pour les façades, mais comme des éléments porteurs, et de fait libérer les façades, ce qui se comprend assez facilement. Les éléments porteurs perpendiculaires à la façade ne porte plus. On peut la vitrer totalement, si on le souhaite, on peut l'ouvrir totalement. Voilà, c'était ça l'objectif majeur de Dubuisson. Donc le principe du plan est simple. Donc ça, c'est un extrait de l'opération. Des éléments perpendiculaires régulièrement implantés, noyau de circulation verticale, 2 logements par palier. Appartements traversant, mieux encore, des séjours traversant avec aux 2 extrémités des loggias. Éclatement des pièces humides, ventilation par gaine, dès les années 50 dans cette opération expérimentale, alors que c'est toujours interdit dans le parc social. C'est une opération, je crois que je ne l'ai pas dit, qui est destinée aux officiers des forces alliées en France. C'est le Chez-Village. Si on zoome sur un plan, ben on voit la qualité de ce plan. On ne sait, bon, enfin aujourd'hui, on peut faire des plans comme ça en Suisse, mais en France, on ne peut plus le faire, on ne sait plus le faire. On n'a plus les moyens de le faire. Une entrée qui est parfaitement caractérisée, un accès immédiat à une cuisine et puis à une chambre autonome qui peut être une chambre, probablement à l'époque une chambre de domestique, mais qui pourrait être une chambre d'enfant, mais là on comprend bien que c'est probablement une chambre de domestique. Et un séjour en forme de L avec 3 zones potentiellement appropriables pour des usages diversifiés, l'accès direct aux chambres, possibilité de parcourir le logement en boucle. Et bon, l'accès direct aux chambres n'est pas pénalisant dans cette figure. Vous l'avez expérimenté pour certains d'entre vous dans les premiers exercices sur les plans épais ou minces. Ce ne serait pas le cas si on avait un plan carré, par exemple. Un séjour carré, ce ne serait pas possible. Si on regarde maintenant ce qui se passe dans le secteur privé, dans le secteur privé parisien, ici on a une opération
pareil, elle doit être classée au monument historique, celle-là, elle n'est même pas labellisée, je pense qu'elle est classée. Jean Ginsberg, rue du Docteur Blanche, c'est juste à côté de la rue Mallet-Stevens, dans le 16e arrondissement, un immeuble vertical en retrait, immeuble sur pilotis qui laisse entrevoir le jardin depuis la rue. Et puis, en retour, les pignons latéraux sont habillés par des ailes basses qu'on voit ici et ici. Ce qu'on observe ici, c'est que on est en quelle année? On est en 1953. C'est que dès cette période, dans les immeubles privés, on travaille avec des épaisseurs nettement supérieures. On est ici là autour de 14 mètres. Et dès cette période, on a affaire à des salles de bain qui sont ventilées par gaine. Alors qu'au même moment, dans le parc social, ce n'est pas autorisé. Alors, pourquoi c'est autorisé? Parce que, d'une part, dans ce cas de figure-là, c'est Claudius Petit qui est intervenu pour permettre à Ginsberg de parvenir à ses fins, c'est-à-dire d'expurger les façades des WC et des salles de bain. Et le secteur privé pousse à la roue. Pourquoi? Parce que sur une parcelle, dès lors que vous pouvez construire des immeubles plus épais, vous rentabilisez beaucoup mieux la parcelle. Le secteur privé est moins tenu que le secteur social à des règles sanitaires très strictes, et donc il peut s'en émanciper à la fois pour des questions esthétiques et pour des questions de rentabilité des parcelles. Et ça, on l'observe dans d'autres opérations. Alors, je reste encore un peu sur Ginsberg, donc on a un plan d'étage, l'accès principal avec 2 ascenseurs, accès secondaire, cage d'escalier, monte-charge, donc on comprend que c'est plutôt l'accès pour des domestiques qui ne sont pas logés sur place, mais qui interviennent dans ces logements au cours de la journée. Accès principal, on conserve le principe d'une salle à manger et d'un salon. Mais voilà. Donc là, on est dans la partie dégagée donc là, on ventile effectivement. Et on éclaire naturellement parce qu'on est au-dessus, là. On est dégagé des limites séparatives. Alors le système structurel, ce sont des poteaux en façade, et puis une ligne de poteaux. Au centre de l'immeuble, à peu près 14 mètres d'épaisseur, donc c'est quand même nettement plus conséquent. Ici, on est à 13,50 mètres, l'immeuble panoramique, quai Louis Blériot à Paris. On est toujours dans le secteur privé. Accès principal, accès secondaire, de la même manière que chez Ginsberg. L'organisation est un peu différente, avec un vestibule qui prend la lumière en second jour, qui est plutôt très généreux. Chambre, salle de bain à l'extrémité, salon, salle à manger, et un principe de ventilation par gaine systématique. Une très belle opération de Ginsberg de 1960, quelques années plus tard. Voilà, c'est un immeuble en équerre. C'est un système à ossature, on a 4 lignes de poteaux. Alors la vertu de ce plan, qui est un plan libre, c'est de pouvoir reconfigurer, et évidemment, les appartements au bon vouloir des occupants, avec pour seule contrainte la contrainte des circuits hydrauliques. Le mode d'assemblage est assez simple, c'est-à-dire qu'un T3 occupe 3 travées, alors qu'un T2 occupe 2 travées. Entrée secondaire, entrée principale, 2 ascenseurs dans l'entrée principale, et puis l'escalier qui s'est détaché de la façade. Dans cet exemple-là, l'escalier est encore en façade. Dans l'exemple-là, il est encore également en façade. Donc là, on a une épaisseur de 18 mètres, mais évidemment, on optimise le cœur de l'immeuble. Un très grand séjour qui doit faire une 60aine de mètres carrés. Donc, salle à manger, salon,
Et puis distribution des chambres et de la salle de bain sur un principe assez classique, une partition jour-nuit parfaitement affirmée. Toujours dans le haut de gamme pour certains des appartements de cette opération, Jean Dubuisson, associé à Josserand et Vaudou, dans le 7e, avenue de la Bourdonnais. C'est cet immeuble-là qui est complété par un autre immeuble en fond de cour, fond de parcelle, qui lui n'accueille que des studios. Donc on voit l'opération ici, superbe opération. Bon, il y a tout le travail d'abstraction de Jean Dubuisson, c'est vraiment un dessin totalement épuré. Une des caractéristiques de cette opération, c'est d'avoir une double peau qu'on verra en plan tout à l'heure, qui permet d'atténuer les nuisances de la rue, du bruit des voitures. Donc là, on observe très clairement les garde-corps derrière ces baies vitrées toute hauteur. Voilà la coupe sur l'opération, le petit immeuble avec des studios en fond de parcelle, et puis le bâtiment principal avec un décrescendo en partie haute avec des terrasses pour le duplex des derniers niveaux et un simplex un peu luxueux ici. Je vais présenter rapidement. Voilà, ça ce sont des étages courants. Donc on a du 1er au 5e, un T2 d'un côté, un T3 pardon de l'autre, T2 de 53 mètres carrés, T3 de 81 mètres carrés, donc c'est relativement spacieux. Un dessin au cordeau, hein, une entrée bien dimensionnée, une cuisine isolée mais en contact avec un coin repas, puis un coin séjour, un coin salon ici, et puis à l'autre extrémité une très grande chambre, des rangements qui structurent aussi le plan, et les pièces sanitaires ici. Là on est sur 14,50 mètres environ. Donc on est très loin des 8,50 mètres ou 9 mètres de Rouge-Pitz pour le parc social, évidemment. Le plan du 6e étage. Le plan du 6e étage avec un accès direct. Donc il y a un seul logement. C'est un très grand T3. Donc depuis le noyau de circulation verticale, on peut entrer dans le séjour et dans cette chambre. Ou alors on peut accéder à cette chambre, ou on peut accéder à la cuisine. Au 7e et 8e étage, là c'est un T4 qui est très généreux. Un duplex, voilà, donc de la même manière on accède directement dans un hall de distribution. Bon, les pièces de réception très généreuses en rez-de-chaussée, enfin au niveau bas, et puis à l'étage les chambres avec des dressings, enfin qui sont plutôt des walk-in closets. Voilà. Dans une gamme un peu inférieure, toujours dans le privé, là c'est dans le 15e arrondissement, Candilis. C'est Candilis Josic Woods, deux architectes dont je reparlerai, trois architectes dont je reparlerai ultérieurement. Le système, donc là on est au début des années 60. Le principe de refend, on le comprend bien. Donc là, des refends extraordinairement resserrés. On est autour de 5 mètres. 5 mètres, ça permet d'avoir deux chambres de 2,50 mètres. Là, la partition jour-nuit, elle se fait en mode avant-arrière. Façade, éléments sur rue et éléments sur
sur jardin, sur cour, là on reconnaît les balcons. L'épaisseur, on est à 14 ou 15 mètres ici. Ce qui est important de noter, c'est que à la fin des années 50, il y a une innovation technique majeure qui va définitivement conforter le système structurel des refends transversaux, c'est-à-dire ça, principe-là. Cette innovation, c'est le coffrage tunnel. Le coffrage tunnel, c'est un système de coffrage qui permet de réaliser simultanément les voiles et le plancher qu'il supporte. Voilà le principe. Bon, vous trouverez toutes les documentations possibles et imaginables sur la question, mais bon, voilà. Ça produit ça. Les façades sont libérées, comme elles l'étaient chez Dubuisson ou Chef Village, sauf que là, ce ne sont plus des panneaux préfabriqués qu'on vient empiler les uns sur les autres pour assurer la structure, c'est le coulage des voiles et des planchers sur le chantier qui est à l'origine de ces formes d'édifices. Donc, si vous voulez, il y a schématiquement 3 phases. 3 phases. Première phase, préfabrication de petits éléments assemblés sur le chantier. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Après 1945, c'est comme ça qu'on travaille, au moins jusqu'au début des années 50. Très rapidement, on change d'échelle. On préfabrique des éléments complets. Façade recouverte de parements, façade, éléments de façade avec leur baie évidemment incorporée. Ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est le coffrage tunnel. Les principales évolutions, si on les résume, c'est quoi? Premièrement, l'organisation du logement en 2 parties distinctes. Ça, c'est vraiment entré dans les pratiques. C'est entré dans les pratiques, mais sans qu'aucune prescription réglementaire ne l'impose. Tout ça, ça se diffuse dans la production sociale, après que ce soit diffusé dans le privé, pour des raisons de convention, de rationalité. Deuxième chose, le système structurel, comme on vient de le voir, avec la banalisation des porteurs transversaux. Troisième chose, l'augmentation de l'épaisseur des immeubles, dans le secteur privé dans un premier temps, puis dans le secteur public, ce qui induit de déplacer le noyau de circulation vers le centre de l'immeuble, c'est réalisé dans la plupart des cas. Évidemment, l'immeuble s'épaissit, on a la possibilité de ventiler artificiellement les salles de bain et les WC. Ça s'impose dans le secteur privé dans un premier temps et progressivement dans le secteur public. Et puis, dernière évolution principale, c'est que tous les logements financés par les pouvoirs publics doivent répondre à des cahiers des charges en matière de confort moderne, de surface minimum d'équipement de certaines pièces, et ça de manière relativement homogène. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on avance dans le temps, la gamme sociale se rétrécit, et cette gamme sociale, elle a des ambitions en termes de confort relativement homogènes. Voilà, je ne commente pas. Un dispositif initial, dispositif revisité avec la dissociation des gaines,
le déplacement de la salle de bain, l'épaississement, déplacement de la cage d'escalier. On voit comment on passe d'un système à un autre via un épaississement substantiel des immeubles. Alors ça, c'est un cas de figure. Tous ne font pas 11 mètres 10, évidemment, mais ni 9 mètres 25. Mais c'est pour illustrer le propos. Alors, quelques opérations de la fin de cette période. Toujours Dubuisson, qui construit dans le quartier Montparnasse ce très bel immeuble linéaire, qui est véritablement une muraille résidentielle, avec des baies vitrées du sol au plafond. C'est l'immeuble de la rue du Commandant Mouchotte, c'est un immeuble fameux qui est aussi protégé. C'est de l'accession à la propriété, hein, c'est pas du social. C'est un immeuble qui est très bien vécu, très bien entretenu, énormément d'architectes y vivent. 750 logements, 2000 habitants, 180 mètres de long, 40 mètres de haut. Voilà, je parlais de muraille résidentielle, c'est effectivement le cas. C'est un bâtiment qui est très impressionnant. Si on regarde les plans, on a un système d'une très grande rationalité, mais une fois de plus, rationalité, simplicité, ça ne veut pas dire simplisme et médiocrité, hein. Un noyau, 3 appartements par palier. Alors, il y a d'autres configurations, mais ça, c'est une configuration. Un studio, 2 appartements T3. Très spacieux, hein, ça fait 16 mètres d'épaisseur. Une entrée, un vestibule qui conduit à un deuxième vestibule où on trouve les chambres, salles de bain et rangements. Puis de l'autre côté, même principe que l'opération, un plan qu'on a vu de lui précédemment, la cuisine, un coin repas un peu plus valorisé, et puis un coin salon. Quelques photos, là j'avais trouvé cette illustration, cette photo sur le site Architecture de Collection, qui est une agence immobilière de produits un peu hors normes, en tout cas de produits de qualité. C'est un appartement qui, dans cet immeuble linéaire, est plutôt en partie basse. Là, on voit qu'on est près des jardins. D'autres photos en partie haute, on voit qu'on a quand même un rapport assez privilégié avec le panorama parisien, et avec ce principe d'allège qui peut être aménagé de différentes manières, qui projette littéralement les résidents dans le ciel, dans un extérieur. C'est assez époustouflant. Et ce sont des appartements qui ne sont pas excessivement grands, mais qui sont extraordinairement bien pensés en termes de distribution. On voit bien que chez Dubuisson, il y a vraiment une logique d'effacement de la façade. La façade, c'est un mur rideau qui a aucune vocation structurelle. C'est un mur rideau avec un motif type tissu écossais. Donc ça, c'est une expression de cette période. On l'a vu dans l'immeuble de Dubuisson, avenue de la Bourdonnais. Il y a également cette volonté d'effacement qui est encore plus accentuée avenue de la Bourdonnais. Et puis il y a d'autres concepteurs comme Ginsberg qui, eux, travaillent sur la plasticité de la façade, sur l'épaisseur de la façade. Ici, c'est le cas dans cette très belle opération, toujours du 16e arrondissement, 1967. C'est contemporain de l'opération de Dubuisson. Donc Ginsberg est un peu orienté dans cette recherche d'architecture cinétique, c'est assez spectaculaire. C'est également le cas de cette agence Angers Puccinelli. C'est une très bonne agence de cette période qui construit beaucoup d'immeubles privés à Paris, où il développe un travail sur on peut parler d'architecture cinétique, hein, sur l'épaisseur de la façade, au motif que, bon, il s'en explique très, très simplement, je vous laisserai lire le commentaire. Ils prennent le contre-pied de Dubuisson. Ils considèrent que la fonction essentielle d'une façade est de protéger du monde extérieur l'intimité de l'homme. Donc, ils se refusent à réduire cette façade à une mince pellicule comme le fait Dubuisson. Donc, ils proposent autre chose.
Une des caractéristiques de cette agence est de travailler de manière très généreuse les halls d'entrée. Ils sont associés à un groupement artistique, l'œuvre Centre d'études, et les uns et les autres ils s'associent pour produire des rez-de-chaussée à des halls d'entrée tout à fait époustouflants. C'est très 70s. C'est vraiment une réussite. Je suis moins convaincu par certaines de leurs opérations où on voit là les limites de l'épaisseur en termes de qualité des logements. Pourquoi? Parce que là, alors on voit, c'est un immeuble en L, donc ici on est sur rue, ici on est sur une cour intérieure, là, la façade sur rue, très sculpturale comme d'habitude, très théâtrale. L'épaisseur exacte, je ne la connais pas, mais on doit au moins être à 16 mètres d'épaisseur. Et les logements sont mono-orientés, même les grands logements. Alors, c'est un peu embarrassant parce que je ne pense pas que ce soit très agréable. Enfin, ce mode de distribution là est quand même un petit peu. Pour un 2 pièces, ça marche. Pour un 3 pièces, ça commence à être vraiment juste. Ici, on voit que bon, on a un petit peu de prise de lumière sur deux façades, d'accord, mais quand même, c'est assez modeste. Alors, on essaie de garder un peu de standing comme vous voyez dans cet appartement-là ou dans celui-ci, il y a 2 entrées. Il y a une entrée principale ici, puis là, il y a une entrée qui mène à la cuisine. Mais bon, ce ne sont pas des logements très qualitatifs. Et pourquoi construit-on de manière aussi épaisse? Et pourquoi fait-on des appartements mono-orientés? C'est parce qu'on peut faire plus d'appartements, dans le cas présent. Et puis, vous comprenez bien que si on construit un immeuble mince ici, avec un retour, on va construire moins de mètres carrés, et qui dit moins de mètres carrés, dit moins de rentabilité pour le maître d'ouvrage. Si on se projette jusqu'à nos jours, il faut reconnaître quand même que le constat est assez préoccupant. Si on compare un plan d'étage d'une opération philanthropique, donc destinée aux classes populaires, là on est en 1904 à Paris, si on compare ce plan à une opération contemporaine banale du secteur privé, on peut faire quelques observations. Dans un cas, on a une cage d'escalier éclairée naturellement. Dans l'autre cas, on a une cage d'escalier et un ascenseur. La cage d'escalier n'est pas éclairée naturellement. Dans les deux cas, on a un couloir distributif, une entrée, un couloir distributif, une entrée, un couloir distributif. On a ici une cuisine salle à manger, je reviens pas là-dessus, je vous en avais parlé, et puis ici, on a une cuisine salle à manger, ni plus ni moins. Dès lors qu'on installe les éléments de cuisine comme ça dans un séjour, c'est une cuisine salle à manger. On a une salle de bain alors qu'on n'avait pas de salle de bain. Et c'est là que les choses sont un peu tristes, parce que dans le cas de la France, un siècle plus tard, on s'aperçoit que globalement, rien n'a changé, ou très peu de choses ont changé. C'est-à-dire qu'après des décennies de débats, de débats enflammés, de spéculations théoriques, d'expérimentation, le progrès se résume à un ascenseur et une salle de bain. Et c'est ce qu'envisageait Henri Sédier en 1935 pour les classes populaires. Il se disait que bon, voilà, de toute évidence, le progrès portera sur 2 améliorations qui à l'époque étaient réservées aux immeubles de luxe, c'est l'ascenseur et la salle de bain. Bon, donc en termes de confort moderne, c'est acté, tout va très bien. On a l'eau et le gaz à tous les étages, mais en termes de qualité spatiale, c'est quand même
qualité de l'usage. Imaginez le nombre de personnes qui vivent dans un appartement comme ça et qui se retrouvent dans une cuisine-salle à manger comme les classes populaires très modestes au début du XXe siècle. Autre remarque, la partition jour-nuit est devenue, au fil du temps, un standard très difficile à dépasser. Ici, Yves Lion, Yves Lion, c'est un architecte qui a consacré une énergie invraisemblable à produire des logements de qualité. Et parfois, il a eu affaire à des maîtres d'ouvrage qui manifestement étaient un peu bornés. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, alors qu'on aurait pu avoir une salle de bain éclairée, ventilée en façade, au nom de la partition jour-nuit, on a au final un débarras éclairé naturellement et une salle de bain aveugle. Après, on peut considérer que, bon, voilà, la majorité des gens préfèrent peut-être aussi avoir, enfin une partie du public préfère peut-être avoir une salle de bain à proximité des chambres. Bref, toujours est-il que cette partition jour-nuit, elle est actée. À propos de cette partition jour-nuit, il faut dire que on peut faire plusieurs remarques. Il y a des critiques qui considèrent que ce principe repose sur une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit qui consiste à dire il y a des pièces de jour, la cuisine et le séjour, et puis il y a des pièces de nuit, la chambre et la salle de bain, ce qui en réalité est totalement faux, et ce qui repose sur un idéal de vie familiale qui est réglé par une alternance des activités de jour et de la nuit, du feu et du lit, comme disait Pierre Sonroy tout à l'heure. Mais on sait très bien que les rythmes de la vie sont évidemment plus complexes. Ce qui veut dire que la partition jour-nuit, elle est peut-être parfois commode, mais elle ne doit pas fonctionner comme un diktat, parce qu'elle n'est pas à l'image de la complexité des formes d'occupation d'un logement aujourd'hui. Et dans le même temps, comme dirait Emmanuel Macron, dans le même temps, réaliser une partition jour-nuit ou une partition vie collective, vie intime, ça ne veut pas dire pour autant qu'on fait des plans, qu'on produit des plans inintéressants. Les plans de Dubuisson pour les chefs villages sont extraordinaires, ces plans pour Montparnasse sont très efficaces, les plans de Ginsberg sont extraordinaires. Or, tous ces plans valident la dissociation, réception, intimité, et ce sont des logements de très grande qualité. Et en réalité, mon sentiment, c'est que c'est moins le principe jour-nuit qui est problématique que la manière dont il est réalisé et dont on gratifie les logements de surface plus ou moins importante. Je m'explique, je suis un peu confus. Voilà. Une opération de Massimiliano Fuksas, très bon architecte par ailleurs, j'ai pas pour habitude de critiquer mes confrères, il ne s'agit pas du tout de ça. Lyon Confluence 2014, arrêt sur image. Alors c'est pas lui qui le dit, c'est un intervenant de la maîtrise d'ouvrage. Dans une composition de volume qui offre aux tout nouveaux habitants des espaces à vivre uniques, eh bien non, ce ne sont pas des espaces à vivre uniques. Le bâtiment, il faut reconnaître qu'il est assez saisissant. J'étais dans le quartier il n'y a pas très longtemps, plastiquement, c'est assez puissant. Après, c'est d'une indigence totale pour ce qui concerne les logements. Alors, on a une partition aujourd'hui, ça ne fait aucun doute, mais on comprend bien là que l'enjeu plastique dépasse totalement l'architecture des logements. Les logements, on s'en moque un peu. On entre directement dans le séjour, mais même dans le logement philanthropique du début du siècle, on ne le faisait pas. On entre directement dans le séjour, il ne faut quand même pas exagérer. Depuis le séjour, on distribue une cuisine, on distribue le couloir pour les chambres. Donc, vous voyez, dans une pièce comme ça, vous avez 3 portes. Comment voulez-vous installer du mobilier? C'est pas possible. Alors, il y a une partition aujourd'hui qui est très claire, une efficacité, une seule gaine. On trouve le moyen de rapprocher la cuisine de la salle de bain. Donc, tout va très bien en termes d'économie, mais en termes de qualité, c'est quelque chose de terrible. Juste à côté, donc là, on est à Lyon Confluence. Je reparlerai de ce quartier dans un autre cours. Une opération de Clément Vergely. Vergely, c'est un des meilleurs architectes de sa génération. Il fait des choses très belles. Ici, c'est une opération
béton brut et en bois. Il y a un côté cagnien qui est très, plastiquement très, très puissant. Voilà, c'est une opération qui, les surfaces des logements sont très modestes, les principes sont très modestes, mais il y a une plus-value qui est liée à l'usage. Vous allez comprendre pourquoi. Le principe est simple, c'est qu'on a 7 éléments dupliqués, organisés en quinconce, avec tas de, au nom de la partition jour-nuit, on a au final un débarras éclairé naturellement et une salle de bain aveugle. Après, on peut considérer que, bon, voilà, la majorité des gens préfèrent peut-être aussi avoir, enfin, une partie du public préfère peut-être avoir une salle de bain à proximité des champs. Bref, toujours est-il que c'est un, voilà, cette partition jour-nuit, elle est actée. À propos de cette partition jour-nuit, il faut dire que on peut faire plusieurs remarques. Il y a des critiques qui considèrent que ce principe repose sur une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit qui consiste à dire il y a des pièces de jour, la cuisine et le séjour, et puis il y a des pièces de nuit, la chambre et la salle de bain, ce qui en réalité est totalement faux, et ce qui repose sur un idéal de vie familiale qui est réglé par une alternance des activités de jour et de la nuit, du feu et du lit, comme disait Pierre Sonroy tout à l'heure. Mais on sait très bien que les rythmes de la vie sont évidemment plus complexes. Ce qui veut dire que la partition jour-nuit, elle est peut-être parfois commode, mais elle ne doit pas fonctionner comme un diktat, parce elle n'est pas à l'image de la complexité des formes d'occupation d'un logement aujourd'hui. Et dans le même temps, comme dirait Emmanuel Macron, dans le même temps, réaliser une partition jour-nuit ou une partition vie collective, vie intime, ça ne veut pas dire pour autant qu'on fait des plans, qu'on produit des plans inintéressants. Les plans de Dubuisson pour le chef village sont extraordinaires, ces plans pour Montparnasse sont très efficaces, les plans de Ginsberg sont extraordinaires. Or, tous ces plans valident la dissociation, réception, intimité, et ce sont des logements de très grande qualité. Et en réalité, mon sentiment, c'est que c'est moins le principe jour-nuit qui est problématique que la manière dont il est réalisé et dont on gratifie les logements de surface plus ou moins importante. Je m'explique, je suis un peu confus. Voilà, une opération de Massimiliano Fuksas, très bon architecte par ailleurs, hein, j'ai pas pour habitude de critiquer mes confrères, il ne s'agit pas du tout de ça. Lyon Confluence 2014, arrêt sur image. Alors c'est pas lui qui le dit, hein, c'est un élément, un intervenant de la maîtrise d'ouvrage. Dans une composition de volume qui offre aux tout nouveaux habitants des espaces à vivre uniques, eh bien non, ce ne sont pas des espaces à vivre uniques. Le bâtiment, il faut reconnaître qu'il est assez saisissant. Je sais, dans le quartier, il n'y a pas très longtemps, plastiquement, c'est assez puissant. Après, c'est d'une indigence totale pour ce qui concerne les logements. Alors, on a une partition aujourd'hui, ça ne fait aucun doute, mais on comprend bien là que l'enjeu plastique dépasse totalement l'architecture des logements. Les logements, on s'en moque un peu. On entre directement dans le séjour, mais même dans le logement philanthropique du début du siècle, on ne le faisait pas. On entre directement dans le séjour, faut quand même pas exagérer. Depuis le séjour, on distribue une cuisine, on distribue le couloir pour les chambres. Donc, vous avez, dans une pièce comme ça, vous avez 3 portes. Comment voulez-vous installer du mobilier? C'est pas possible. Alors, il y a une partition journée qui est très claire, une efficacité, une seule gaine, hein. On trouve le moyen de rapprocher la cuisine de la salle de bain. Donc, tout va très bien en termes d'économie, mais en termes de qualité, c'est quelque chose de terrible. Juste à côté, donc là, on est à Lyon Confluence. Je reparlerai de ce quartier dans un autre cours. Une opération de Clément Vergely. Vergely, c'est un des meilleurs architectes de sa génération.
fait des choses très belles. Ici, c'est une opération béton brut et en bois. Il y a un côté cagnien qui est très plastiquement très, très puissant. Voilà, c'est une opération qui les surfaces des logements sont très modestes, les principes sont très modestes, mais il y a une plus-value qui est liée à l'usage. Vous allez comprendre pourquoi. Le principe est simple, c'est qu'on a 7 éléments dupliqués, organisés en quinconce, et reliés par des terrasses qui varient selon le niveau. Un module, c'est un appartement de 3 pièces. Un module, c'est un 3 pièces. Et dans le module d'à côté, il y a un 2 pièces et la circulation qui permet de distribuer le 2 pièces et le 3 pièces auquel on accède par sa terrasse. Voilà, donc ça produit des choses comme ça. C'est modeste, c'est-à-dire que là, on a 35 mètres carrés pour cuisine séjour. La cuisine n'est pas autonomisée, donc on est de la même manière, on entre directement dans une grande pièce. Mais la superficie peut laisser penser qu'on va s'en sortir pas trop mal. Ou en tout cas de manière pire. Par contre, il y a une plus-value sur l'accès au logement, les séquences d'accès au logement et sur les espaces extérieurs dont disposent ses habitants. Le T2, par contre, a une entrée à part entière, effectivement. J'ai parlé de partition jour-nuit et de tentative de dépassement, ou en tout cas d'ambition de dépasser ponctuellement cette partition jour-nuit. Je vais vous montrer différents exemples de projets plus ou moins qualitatifs en France et en Suisse, qui permettent de passer en revue l'éventail des possibles. Alors, il y a toujours d'autres choses possibles, mais disons que il y a pas mal de situations qualitatives qu'on peut observer ici, chez Renzo Piano, avec Renzo Piano plutôt, à Paris, dans le 19e arrondissement, rue de Meaux, une opération de logements sociaux pour la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris, qui fait du logement social haut de gamme. C'est une opération qui a 30 ans aujourd'hui. Elle était équerre d'argent à sa livraison en 91. Voilà. Une opération qui a été très médiatisée. Il y a un petit film sur YouTube qui est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Avec des façades entièrement composées de petits panneaux, petits éléments de terre cuite. Un travail sur le jardin central extraordinaire de Michel Dévigne, qui est un paysagiste remarquable. Alors voilà, piano, c'est la régularité, c'est comme chez Dubuisson, c'est-à-dire que la régularité au service de la qualité, la trame, la répétition au service de l'économie. Ça, en rouge sont les noyaux de distribution verticale, escalier ascenseur, un zoom. Donc l'ascenseur est éclairé en façade. On entre dans un logement comme ça, on a une cuisine, et puis on a un séjour traversant avec des espaces privatifs extérieurs des deux côtés et l'accès aux chambres. Donc on est dans une formule moins généreuse, parce que dans le logement social, mais on n'est pas très loin du type Dubuisson au chef village en 1953. Principale différence chez Dubuisson, c'est que c'est plus spacieux, c'est plus complexe, puis son séjour est en L, ce qui est encore mieux. On a, par rapport à Dubuisson, une différence fondamentale, c'est que on a affaire à une trame. On a des éléments porteurs, ici et ici. On a une trame qui, de mémoire, est de l'ordre de 7,20 m, alors que chez Dubuisson, c'est beaucoup plus modeste. Donc 7,20 m, ça commence à être très, très généreux dans le logement, des portées de 7,20 m, mais ça permet de reconfigurer éventuellement ce logement. Si besoin, on peut abattre une cloison et voilà, c'est une
un aspect positif qu'il faut souligner. Toujours sur le principe, donc là on a une partition aujourd'hui qui est parfaitement assumée et ça ne pénalise en rien la qualité de ce 3 pièces. Toujours sur les mêmes principes, partition jour-nuit, ici sur 2 travées avec des refends dans une opération suisse. Je zoome tout de suite sur ce logement. Donc, noyau de circulation, un studio ici. Donc voilà ce logement. Une entrée, des éléments de rangement qui font filtre, cuisine-repas d'un côté, séjour de l'autre, salon de l'autre, sachant que, bon, voilà, en Suisse, il y a quand même un niveau de prestation qui fait que toutes les cuisines sont parfaitement intégrées et de très haute qualité. Donc, le fait de voir les éléments de cuisine n'est pas forcément une catastrophe définitive comme ça peut l'être en France. Des chambres de 15 mètres carrés, donc vous voyez, on a un T3 de 89 mètres carrés, c'est quand même très spacieux. Un T4 sur 3 travées avec une surface totale de 108 mètres carrés. Très généreux également, je zoome tout de suite. Donc le système structurel, les refends transversaux, vous voyez, pas de problème, hein. Beaucoup critiquent ces refends, mais ça ne pénalise pas pour autant la qualité des espaces produits. Ça pénalise la réversibilité, la mutabilité, l'évolutivité, c'est un fait. Voilà. Une entrée, une très grande cuisine, 14 mètres carrés, un accès direct à une salle à manger, un coin salon, 30 mètres carrés. C'est vraiment une surface, à partir de 30 mètres carrés, on commence à avoir vraiment des séjours de qualité. Une loggia d'un côté, une loggia de l'autre, une chambre totalement autonome à l'entrée, très autonome à l'entrée, avec sa propre salle de bain, et puis plus loin, une autre salle de bain et de chambres 14 mètres carrés. Là, le fait est que quand on a des chambres de 14 mètres carrés, on peut envisager de ne pas intégrer les placards de rangement, les penderies, parce qu'on a de la place pour disposer son propre mobilier si on le souhaite. Et puis, une attention sur les vues, le séjour traversant. Voilà, là on a quand même une réflexion sur la qualité spatiale des logements qui est quand même très élevée. Une question qui se pose régulièrement avec les loggias, c'est que si on n'habite pas le sud de la France ou si on ne construit pas dans le sud de la France ou dans des régions très ensoleillées, un dispositif comme celui-ci, lorsque c'est une terrasse dernier niveau, il n'y a pas de problème. Lorsque c'est une loggia, ça peut être une source de pénombre dans le logement. Une entrée, on a vraiment une chambre totalement autonome avec sa salle de bain, une pièce unitaire, cuisine, salle à manger, salon, et puis là, les chambres qui sont en partie éclatées du fait de l'autonomie de cette chambre-là. Un autre dispositif en France, une opération qui est assez ancienne déjà, qui a aussi une vingtaine d'années, Babin Renault Le Pénuel, très bons architectes qui font des opérations de logement assez extraordinaires avec les moyens du bord. Ils étaient lauréats du concours Europan 3 en 1994, c'est 2000 l'opération. Et ils ont construit en 2000 cette opération de logements sociaux à Reims. Voilà, donc cette opération, on a des halls traversants systématiquement. Les parkings en -1 sont éclairés naturellement via des jardins. Je ne m'attarde pas trop. Et puis un extrait, donc là un bâtiment L, un de ces bâtiments-là, bâtiment L avec un immeuble très peu épais, 9,50 m, c'est très rare aujourd'hui. Et puis on a des escaliers
et ou des paliers qui sont éclairés naturellement, ce qui est assez qualitatif. C'est pas une obligation, mais c'est qualitatif. On a des appartements qui sont majoritairement traversants ou à double orientation. Et voilà, donc là, c'est la combinatoire par niveau. Alors, la combinatoire par niveau, c'est une question à laquelle vous allez être confronté dans votre projet, dans le projet long qu'on va aborder à partir de la rentrée. Alors ici, on comprend bien, là, cette vue, c'est une vue de ce palier, avec la porte de l'escalier qui est ici. Donc on a de la lumière naturelle, on distribue 2 logements, ici on en distribue 4. Et si je zoome un peu, la principale originalité de leur projet, c'est le déplacement de la salle de bain et du WC, qui en général aujourd'hui se trouve ici. Ils déplacent ces pièces au centre et ils en font un pivot. Donc ça, c'est une chose qui est plutôt intéressante. Même s'il y a une proximité, je trouve, entre la porte de ce WC et les pièces de réception qui est un petit peu gênante, mais bon. La cuisine est indépendante. On peut y installer une table pour prendre ses repas. Le séjour est éclaté. Il est traversant et éclaté. On voit bien qu'il y a 2 zones identifiées. L'entrée se fait très naturellement avec une mise à distance qui est permise par le pivot, le noyau là. Et puis on a une chambre relativement indépendante à l'entrée. C'est un dispositif qui avait été testé par Le Corbusier dans ses maisons loucheurs de 1929. Alors, c'est un projet qui n'a pas été construit, mais vous voyez, il y avait cette idée, alors c'est en alternance jour-nuit, dans le contexte de crise des années 30, mais peu importe, il y a quand même une idée forte, c'est d'utiliser ces pièces-là au centre pour organiser la distribution de l'ensemble. Je ne me tarde pas là-dessus, parce que je reparlerai de ce plan à une autre occasion. C'est un dispositif qui avait été repris par Jean Prouvé dans sa maison des jours meilleurs pour l'abbé Pierre en 1956, avec un noyau central qui là est préfabriqué, déposé par une grue sur le chantier, qu'on retrouve ici en plan et ici en perspective. C'est un plan, une maison qui sera seulement construite à 3 exemplaires. Pourquoi ? Parce que elle ne recevra pas certains agréments, notamment parce que la salle de bain et les WC donnent directement dans le séjour. C'est vrai que ce n'est pas une très bonne idée. Il y avait probablement moyen d'étudier ça. Mais vous noterez quand même que ce noyau central, là, dans ce cas de figure-là, porte une poutre qui tient l'ensemble de la toiture. Alors, on retrouve dans des opérations contemporaines ce principe de noyau. On le retrouve ici, un noyau central. Alors, il y a les éléments de cuisine, de salle de bain, etc., très généreux, avec une cuisine repas et un séjour. C'est un dispositif qui est pas du tout inintéressant. On a ici un ensemble réception, si on veut, qui fait 42 mètres carrés et qui incorpore la cuisine. Et les chambres, elles, sont totalement alignées en batterie avec un accès indépendant à l'entrée. Donc c'est quand même relativement bien organisé. Ici, on a un appartement traversant, faible épaisseur, très qualitatif. On a toujours ce principe du pivot central qui a pour vertu de pincer un peu là et d'identifier la zone cuisine, de l'autonomiser un petit peu dans ce grand volume. Les chambres sont en partie distribuées par le séjour et je ne trouve pas que ce soit pénalisant. Ça, c'est un bureau, mais bon, bureau ou chambre. C'est pas particulièrement pénalisant parce que cet espace est quand même relativement grand. Et on a une salle d'eau, une petite salle d'eau et une salle de bain éclairée naturellement connectée à ces deux pièces. Un autre exemple plutôt très intéressant, on entre, on a une paroi qui masque
les éléments de cuisine, une partie des éléments de cuisine, qui forment avec les éléments salle de bain, salle d'eau, un noyau autour duquel on tourne. Il y a là un éclatement total des chambres. Donc voilà, là il n'y a pas de partition jour-nuit et c'est un logement de très grande qualité. Parfois il y a une partition jour-nuit et les logements sont catastrophiques, et parfois la partition jour-nuit n'est pas incompatible avec une très grande qualité. Donc il n'y a pas de règle en fait. Et alors ce qui est intéressant ici, c'est que bon, alors l'éclatement des chambres est absolument maîtrisé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre cas de figure, c'est-à-dire que là, dans l'appartement qui est sur le même palier, on entre ici, on distribue d'abord les chambres de part et d'autre, et ensuite la partie principale, ce qui est tout à fait envisageable, évidemment. On n'est pas obligé d'entrer prioritairement dans les parties jour ou réception. Un autre exemple intéressant où on entre par une terrasse chez soi, par sa terrasse privative, une vraie entrée qui distribue toutes les chambres, un bloc à nouveau, et puis on comprend bien le cheminement dans cet appartement. Donc là, on a cuisine, petite salle d'eau, sachant que la salle d'eau principale est ici, et puis un petit walk-in closet. Ici, le noyau est assuré par du stockage, une pièce de stockage qui isole un peu les salles de bain. Et puis un éclatement, une grande cuisine dans laquelle on prend ses repas, puis un endroit plus centré sur la réception. Un très bon plan, un appartement d'angle. On entre ici, on a une pièce à part entière, c'est un vestibule. On comprend bien que c'est une pièce qui peut être meublée, occupée, habitée pour un bureau, pour tout ce qu'on veut. Elle est éclairée en second jour. Ici, c'est une paroi vitrée. Et vous voyez qu'on est dans des surfaces relativement modestes et que c'est un appartement de grande qualité malgré tout. Une cuisine un peu autonomisée, un repas salon, et puis l'efficacité du vestibule, c'est-à-dire que là, on n'a pas de couloir de distribution, on accède directement à toutes les pièces depuis ce vestibule. Principale qualité, c'est qu'on a une totale autonomie des pièces. Un autre exemple qui est assez proche sur l'éclatement de la réception à proprement parler en deux parties ou deux extrémités, c'est plutôt intéressant. Voilà, vous regarderez dans le détail ces exemples pour ceux qui ne les connaissent pas. Un autre très bon plan. Là, une entrée, une mise à distance du séjour de l'entrée via des rangements. Donc tout ça est assez généreux. Une cuisine ici où on peut prendre ses repas, un séjour. Et puis de manière très habile, il y a un seuil. Parce que la porte ne donne pas directement dans la chambre. Il y a un seuil. Et je trouve ça plutôt habile. Des exemples atypiques. Une entrée, une chambre indépendante, des sanitaires, deux chambres. L'ensemble est orienté sur une terrasse. Donc là, on est dans une logique de plot allongé. Et puis une distribution avec on imagine une DB très généreuse qui mène à la cuisine et au salon et à la salle à manger. Un dispositif relativement rare. Là, on travaille vraiment avec une très forte, très grande épaisseur. Donc, on a des cours intérieurs, des courettes, on devrait dire plutôt, il y a à peu près 6 mètres. Une entrée, une cuisine qui prend de la lumière sur la courette. Une chambre autonome, une terrasse, et puis une partie jour, partie réception plutôt généreuse, un peu étriquée malgré tout. Alors on imagine qu'ici on a un élément qui file sur toute la longueur. Est-ce qu'on ouvre ici? C'est pas sûr.
Y a-t-il beaucoup de lumière ici? Probablement un petit peu, si on ouvre un peu, mais bon, je ne sais pas. C'est une opération qui n'a pas été construite, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, c'est plutôt intéressant d'un point de vue typologique. Et puis pour finir, ou presque, un duplex, aussi rationnel et qualitatif. Une entrée, donc le noyau de distribution ici, l'entrée, séjour avec une partie en double hauteur connectée à la cuisine, salle de bain qui fonctionne avec cette chambre qui est totalement autonome au rez-de-chaussée, l'escalier qui mène à un bureau à l'étage, double hauteur sur la partie repas, et puis 2 chambres avec des effets toujours de profondeur, d'utilisation du caractère traversant de l'immeuble pour lui apporter évidemment un plus qualitatif. Et un dernier projet, un plot, une tour ou une tourette, une règle tacite dans, en tout cas une pratique répandue dans un plot ou dans une tour, c'est d'installer le noyau au centre de manière à libérer les façades pour les pièces d'habitation. Ici, le centre du plot est occupé par les cuisines et les salles d'eau des 2 appartements. Chaque appartement dispose d'une pièce autonome à l'entrée, c'est-à-dire que depuis le palier, on peut entrer dans l'appartement ou accéder à cette pièce autonome qui dispose d'une salle de bain. On comprend bien que ce dispositif, il est pensé dans une logique d'évolutivité, dans la mesure où le cloisonnement des appartements est libre. Cet élément-là est porteur, le noyau est porteur et la façade est porteuse, donc tout ce cloisonnement-là est libre. Et ça peut donner lieu à différentes compositions. Je termine sur cet exemple-là. Ce sont la question de l'évolutivité, de l'appropriation, de la flexibilité, de la réversibilité. Ce sont des questions que j'aborderai dans le prochain cours. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.